Donc bonjour à toutes et tous. Moi, donc, je suis Yassine Adab, je suis prof à l'Université de Montpellier et chercheur au LIRM où j'anime l'équipe d'Exter qui fait de la robotique médicale et de la robotique industrielle. Et avant ça, j'avais un passif de chercheur en micro-robotique à l'Institut FemToest à Besançon. Je le dis parce que ça apparaîtra lors de ma présentation. Et aujourd'hui, je vais vous parler de robotique numérique. Alors, j'ai malheureusement pas un joli menu comme on l'a vu précédemment, qui était absolument magnifique. Donc, j'ai un menu plus classique en 3 points essentiels. Je vais vous parler des fondements de la robotique numérique. Ensuite, j'illustrerai cela par 3 applications concrètes, l'une venant de la micro-robotique et 2 autres du domaine médical qui sont mes domaines de recherche aujourd'hui. Alors, la robotique a connu de nombreuses évolutions depuis son invention pour, répondre à l'effort humain dans les systèmes, dans les milieux industriels, dans les usines. Puis ensuite, on a vu apparaître différents types de robotique, la robotique de service, la robotique aérienne, la robotique médicale, la robotique humanoïde et bien d'autres. Et à chaque étape, il y a eu des enjeux, des problèmes à résoudre, pour lesquels il a fallu apporter des solutions nouvelles. Aujourd'hui, nous vivons dans un environnement et dans une période où on voit une raréfaction importante, d'une part des ressources naturelles, donc des matériaux, etc., et aussi une raréfaction des énergies fossiles. Et également, on a tous la volonté de réduire notre empreinte carbone. Et il faut donc peut-être repenser la manière avec laquelle nous concevons et nous imaginons la robotique. Et donc est né un terme nouveau qu'on appelle robotique frugale, c'est-à-dire une robotique peu consommatrice en énergie et également en matière, en coût, de manière générale. Alors, je vais d'abord introduire ce que j'entends par robotique numérique. Alors, je vais commencer par un exemple absolument fabuleux. C'est un objet mythique et magnifique qui est la clé USB, le flash disk. Je parie que vous en avez presque tous dans votre poche. Alors pourquoi est-ce si intéressant ? Cet objet qui est rentré dans l'usage courant est caractérisé par 3 ou 4 éléments essentiels. Le premier, c'est sa robustesse. Donc une fois qu'on a stocké nos données, on ne se préoccupe pas vraiment de risque de perte, même si ça peut arriver de temps en temps. La modularité, c'est-à-dire que la manière avec laquelle est stockée la donnée, c'est la notion de bit, donc un 0 ou un 1 qui est stocké dans un élément binaire, peut être dupliqué. C'est pour ça qu'on a des mémoires avec des capacités de plus en plus grandes aujourd'hui. C'est un produit qui jouit d'une bonne immunité au bruit. On sait très bien, l'électronique numérique permet cela, puisque le bruit ne permet pas, est faible et donc ne fait pas basculer l'état d'un 0 vers un 1 et inversement. Et chose très importante, aucune énergie finalement n'est utile pour conserver ces données. Donc votre mémoire flash ne contient pas de batterie, ne contient pas de pile, et elle peut retenir comme ceci, sur des périodes extrêmement longues, des années, voire des dizaines d'années, les données qui s'y trouvent. Et alors, l'idée, ce serait de dire, mais est-ce qu'on pourrait faire de la robotique numérique ? Alors j'entends par robotique numérique la structure même du robot et non pas, bien sûr, les dispositifs électroniques, les baies de commande, etc., qui permettent de les commander. Essayons de voir ensemble ce que pourrait être finalement un bit robotique ou mécanique. Donc, vous pouvez voir sur cette figure, donc sur la gauche, vous avez une cellule, une bascule bistable de mémoire flash, qui est sur un substrat donc de silicium. Et à droite, vous voyez ce que pourrait être un bit magnétique ou un bit robotique. Donc imaginez un cube de longueur L dans son état 0 et qui pourrait passer à une longueur L plus petit d, donc un incrément, et ça serait son état numéro 1. On peut donc basculer de l'un à l'autre facilement. C'est le principe même de l'interrupteur pour allumer ou éteindre une lumière, par exemple. Et donc, l'idée serait d'essayer de retrouver toutes ces caractéristiques dans un dispositif mécanique unique. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? Alors,
si on associe plusieurs modules de ce type, on peut imaginer un axe robotique. C'est-à-dire, si je les mets en série, ben, j'ai un axe sériel. Et si en plus on essaie d'être plus malin, c'est-à-dire faire l'équivalent d'un convertisseur analogique numérique, c'est-à-dire faire en sorte que l'élongation de chaque élément soit le double du précédent, eh bien on arrive à, avec n modules, comme vous pouvez le voir ici, donc 5 modules, on peut atteindre 2 puissance n positions. Ça veut dire que mon axe robotique peut atteindre, par exemple, pour 5 éléments, 2 puissance 5, donc 32 positions différentes. Et si on arrive à faire ça, eh bien on peut imaginer toutes sortes d'architectures robotiques, qu'elles soient parallèles, sérielles, donc avec tous les avantages que nous venons de citer, c'est-à-dire absence d'énergie pour maintenir une position, etc. Alors évidemment, c'est bien, mais pour fabriquer ce type de structure, il faut être capable de fabriquer des structures mécaniques qui aient 2 états stables et répétables, qu'elles soient facilement reproductibles, qu'on puisse réaliser ces matériaux ces systèmes par des procédés actuels, par exemple l'impression 3D, les technologies MEMS pour ce qui est des microsystèmes. Il faut qu'on puisse, comme c'est de la robotique, produire des efforts suffisants pour réaliser des tâches robotiques. Et donc la possibilité d'associer plusieurs modules pour fabriquer des fonctions, au même titre que en associant des cellules, des bascules bistables, on fait des registres, puis des unités arithmétiques et logiques, des calculateurs, etc. Est-ce qu'on pourrait finalement réaliser différentes fonctions robotiques en associant convenablement ce type de structure? Bien, alors, voici ce que peut être une structure bistable mécanique. Donc là, vous avez une structure en flambement comme ceci, et donc ce dispositif-là peut avoir 2 états. Donc le premier état que vous voyez, c'est une partie centrale, donc il y a une lame supérieure, une lame inférieure, et un bloc central qui est en position haute dans cette position-là. Et vous voyez comme si vous exercez un effort depuis le haut, vous pouvez faire basculer cette structure dans un deuxième état, qu'on pourrait appeler l'état 1, par exemple, l'état 0 puis l'état 1. Donc ici, vous voyez la courbe caractéristique, donc c'est la courbe force-déplacement, avec des efforts pour passer d'un état à l'autre. La mécanique des structures déformables nous permet de modéliser ce type de structure, donc de calculer les efforts nécessaires à basculer d'un état à l'autre et d'avoir les amplitudes des déplacements. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails ici, ce n'est pas l'objectif aujourd'hui. Donc je vais commencer par une application en micro-robotique, c'est-à-dire la robotique dédiée à la réalisation de tâches sur des objets extrêmement petits, donc des objets qui sont de l'ordre du millimètre, voire inférieurs au millimètre. Il faut donc pouvoir réaliser ce genre de structure pour répondre à des besoins de positionnement et d'application d'efforts à ces échelles. Alors voici ce qu'est aujourd'hui un bit robotique. Alors on voit, je vais plutôt prolongé pour que vous puissiez voir comment ça marche. Donc vous pouvez voir sur la vidéo du haut, j'espère qu'elle est visible, oui. Donc vous pouvez voir les 2 états stables mécaniques. Donc bien sûr, pour passer d'un état à l'autre, il faut qu'il y ait un actionneur qui donne une impulsion pour passer d'un état à l'autre. Et dans la figure du bas, vous voyez un exemple d'actionnement qui peut être réalisé dans des très petites structures. Vous avez des actionneurs thermiques, l'application d'une simple tension, c'est ce qui est noté V comme vous le voyez sur le côté. Bien, par échauffement, on obtient une déformation et donc on peut faire basculer ce bit robotique d'un état 0 à un état 1. Alors, vous pouvez voir ici ce qu'est une véritable bascule bistable qui est fabriquée sur un substrat de silicium. Et donc, c'est réalisé sur un wafer de silicium, un wafer, un SOI, donc Silicon on Insulator, donc qui contient la structure mécanique, l'actionneur thermique, et donc on peut utiliser cette structure pour générer du mouvement à petites échelles. Et donc la robotique numérique présente l'avantage de ne pas nécessiter d'algorithmes de commande complexes, puisque c'est la robustesse mécanique qui permet de maintenir ces positions. Donc on va vraiment vers une robotique qui ne nécessite pas de système de commande, de bouclage en fait, exactement comme les bascules électroniques. Alors si on associe intelligemment ces bascules, eh bien on peut fabriquer, comme vous le voyez ici, un robot parallèle
qui contient, dans l'exemple qui est ici, 4 bits. Ce sont les éléments que vous voyez là. Alors, je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais peut-être pas, non. Donc, ce sont les éléments que vous voyez ici. Donc, on a 4 bits qui peuvent avoir 2 états stables. Et par un calcul intelligent de la structure déformable à côté, on peut faire en sorte que l'extrémité puisse bouger. Par exemple, avec 4 bascules, on va atteindre évidemment 2 puissance 4, c'est-à-dire 16 positions. 16 positions donc discrètes. Alors, on peut aussi établir des modèles géométriques directs et inverses de ce genre de structure. Et une chose intéressante, c'est que l'évolution de l'espace atteignable augmente très vite en fonction des bits qu'on va utiliser. Par exemple, à gauche, vous voyez qu'avec 4 modules, on peut atteindre 16 positions. Eh bien, avec 6 modules, c'est-à-dire qu'en ajoutant simplement un seul module de chaque côté, eh bien, on peut atteindre un grand nombre de positions, puisqu'on va multiplier les positions atteignables. C'est 2 puissance n, n étant le nombre de bascules qu'on va utiliser. Alors voilà à quoi ressemble un véritable robot, un Dimibot, qui utilise ces 4 bascules. Donc évidemment, on peut multiplier le nombre de bascules. Donc c'est un Dimibot réalisé dans la salle Blanche Mimento à l'Institut Femto-ST qui permet d'atteindre 2 puissance 4, donc 16 points. Et donc ils seront caractérisés ici par un dispositif qu'on appelle un MEMS Analyzer. Alors, que devient la commande dans ce cas-là? Là, vous voyez un exemple où, alors c'est très discret, mais vous voyez la petite bille qui fait 100 microns. Alors, 100 microns, c'est 1/10 de millimètre, c'est-à-dire typiquement le diamètre d'un cheveu. Ça va de 80 à 100 microns, mais c'est à peu près le diamètre d'un cheveu. Et donc, finalement, piloter un robot, c'est simplement envoyer des séquences binaires qui sont une succession d'états, au même titre que on va envoyer un programme informatique. Et il n'y a pas besoin d'asservissement, il n'y a pas besoin de commandes complexes, et on peut réaliser ainsi des mouvements de ce type-là. Alors, je vais passer maintenant à des applications plus récentes dans le domaine de la robotique médicale. Alors, le premier exemple que je vais prendre est celui du prélèvement de microbiote. Alors, vous avez tous et toutes entendu parler du microbiote aujourd'hui, de son impact sur des maladies telles que le diabète, l'obésité, la maladie de Crohn, etc., et des états psychiques, etc. Donc, aujourd'hui, ça fait l'objet d'énormément de recherches dans le domaine médical. Et donc, pour pouvoir analyser et faire le lien entre le microbiote que nous avons dans nos intestins et un certain nombre de pathologies, donc il est important de pouvoir faire des prélèvements pour analyser le contenu. Alors jusqu'à maintenant, il y avait des méthodes invasives, donc on va faire de la chirurgie pour aller transabdominal, donc pour aller extraire ce microbiote. Eh bien, nous avons, dans le cadre d'un projet du Labex Cami, développé une capsule qui va prélever le microbiote intestinal. Donc évidemment, le contenu du microbiote est très très riche d'informations pour analyser donc le contenu et pour trouver le lien avec les pathologies et développer des thérapies personnalisées. C'est aujourd'hui l'un des enjeux de santé en France, mais également dans le monde. Alors, eh bien, on s'est fixé comme objectif de développer un dispositif de prélèvement du microbiote, donc qui prélève un échantillon directement dans l'intestin grêle, qui soit non invasif et qui puisse protéger l'échantillon après le prélèvement. Alors, pour cela, nous avons utilisé le principe suivant. Donc, on s'est basé sur la plus grande capsule que peut avaler, en fait, ingérer l'être humain. Donc, la capsule 000, donc les galénistes connaissent bien ça. Donc, dont les dimensions sont rappelées ici, 26 mm de long, 9 mm de diamètre. Donc, l'idée, c'est de faire avaler une capsule, au même titre que l'on prend un médicament. Eh bien, la capsule va transiter dans le tube digestif. Une fois arrivée dans l'intestin grêle, elle va effectuer un prélèvement, ensuite sceller ce prélèvement, l'évacuer par les voies naturelles, puis récupérer son contenu. Donc voici la démarche qu'on s'est fixée. Alors, on a complexifié le problème, c'est-à-dire que, en plus de ça, on veut réaliser quelque chose qui n'utilise aucune énergie, donc on ne veut pas mettre des batteries dans le corps humain parce que ça peut être dangereux, ça contient de la chimie, et donc par des moyens simplement des interactions biorobotiques. Alors je vais vous expliquer comment ça marche. Donc la structure du système de prélèvement est ce que vous voyez ici. Donc en fait, la capsule contient uniquement des coques fabriquées en impression 3D et une structure bistable qui peut être en situation ouverte ou fermée pour réaliser ce prélèvement. Donc vous voyez ici 3 parties, et vous voyez dans le bas, ici,
ici, vous voyez une éponge. Donc une éponge qui est à son état initial compressé. Vous savez, c'est comme les éponges ménagères qu'on achète qui font 1 millimètre, puis quand on les mouille, elles prennent un volume très important. Et donc la problématique, c'est comment faire en sorte que ce dispositif qui ne contient ni électronique ni énergie, si, il contient de l'énergie, mais pas de l'énergie... il contient de l'énergie mécanique, ici, un ressort. Eh bien, comment il va pouvoir faire un prélèvement de microbiote? Eh bien, voici le principe de fonctionnement. Alors, au départ, ma capsule est couverte de gélatine. Alors, les galénistes connaissent bien ça, c'est-à-dire que quand les gélules que l'on prend ont une caractéristique, c'est-à-dire qu'elles sont hydrosolubles sous conditions de pH. Elles sont faites pour traverser votre estomac sans être détériorées. Parce que dans votre estomac, il y a un pH voisin de 1 à 2, donc c'est très acide, c'est normal, c'est pour décomposer les aliments. Et au fur et à mesure que vous avancez dans l'intestin grêle, eh bien, le niveau de pH remonte. Et donc ces capsules, si le pH est très faible, elles restent intactes. Et si vous passez à un pH plus élevé, eh bien, elles sont dissoutes. C'est de la gélatine qui va être soluble. Donc, de la gélatine recouvre ce dispositif-là. Vous pouvez voir ici ce que vous pouvez acheter dans n'importe quelle pharmacie. Donc, une fois cette capsule avalée, elle va transiter naturellement, comme tous les aliments. Et une fois arrivée dans votre intestin grêle, eh bien, la couche de gélatine se désagrège, laissant apparaître, je ne sais pas s'il y a un laser, oui, mais il ne marche pas, laissant apparaître ici donc, un trou, donc sur la partie gauche, et le microbiote dans l'intestin va rentrer dans la capsule. Et en rentrant dans la capsule, il va rentrer en contact avec l'éponge qui est à l'arrière, qui va donc gonfler, et exercer juste la force nécessaire sur cette structure bistable pour aller la fermer. Et donc une fois qu'elle est fermée, elle va être scellée, et donc le liquide intestinal sera dans la capsule, et puis la capsule continuera son transit à travers le corps humain, et donc sera évacuée, puis analysée dans la suite. Alors ici, vous pouvez voir, je ne sais pas si j'ai le temps, mais ici, la caractéristique est faite de sorte à ce qu'il y ait un déséquilibre entre les efforts de basculement du niveau bas et du niveau haut, pour que la faible force exercée par l'éponge permette de donner la petite impulsion pour sceller, mais que dans la deuxième position, la capsule soit suffisamment robuste pour éviter d'être contaminée par la suite. En fait, le point le plus fort qui risque d'exercer des efforts, c'est tout simplement l'anus. C'est à ce moment-là qu'il y a un muscle qui risque de contaminer la capsule à ce moment-là, et donc c'est dimensionné pour supporter cette pression et donc protéger le contenu de cette capsule. Alors là, vous voyez un exemple, une vidéo où la capsule est dans un liquide qui a les mêmes caractéristiques que le liquide intestinal fourni par une entreprise qui s'appelle BioRelevant. Vous allez voir que la lame que vous voyez à l'intérieur, donc l'éponge est en train de s'imbiber de liquide, de gonfler, et puis au bout d'une dizaine ou une vingtaine de secondes, vous allez voir la lame qui va basculer, donc cette fois-ci, pour sceller complètement la gélule de manière complètement autonome. Voilà. Donc, je vais passer maintenant à un deuxième concept également dans la robotique médicale, qui est celui de l'endoscopie. Donc, l'endoscopie aujourd'hui, ça va bien au-delà de simplement, comme son nom peut l'indiquer, donc la visualisation de l'intérieur du corps humain, mais on utilise ces techniques également pour différentes thérapies, pour faire des ponctions, pour prélever des tissus, également pour réaliser différents gestes médicaux. Donc, l'idée évidemment de l'endoscopie, c'est de développer un robot qui soit capable de rentrer dans le corps humain par les orifices naturels pour aller réaliser donc un certain nombre de tâches. Et donc, avec la robotique numérique, on s'est dit, il y a peut-être moyen d'utiliser ce concept pour réaliser l'équivalent d'un jeu que vous connaissez, je pense, toutes et tous. Et donc, vous voyez, par exemple, ce petit serpent, Snake, c'est un jeu mythique pour les amateurs de rétro gaming. Eh bien, ce petit serpent peut évoluer évidemment en ligne droite, mais il peut aussi aller à gauche ou à droite. Et donc, il va pouvoir parcourir, comme ceci, des labyrinthes à la recherche d'un certain nombre de points, etc. Et on s'est dit, tiens, avec la robotique
robotique numérique, il y a peut-être moyen d'imiter ce principe et répondre à un certain nombre de difficultés dans le domaine des endoscopes. Les endoscopes, beaucoup de médecins et de chirurgiens les utilisent, mais il y a beaucoup d'inconvénients. On utilise notamment des câbles qui traversent l'endoscope et qui vont jusqu'à la tête. Donc lorsqu'on exerce ces efforts, eh bien, on ne contrôle pas précisément la trajectoire. Et donc les gens qui ont subi ce genre de tests ou d'examens en gardent un très mauvais souvenir parce qu'il y a beaucoup de lésions qui peuvent aller jusqu'à des lésions graves parfois, notamment dans tous les conduits où va passer cet endoscope. Et donc on se disait peut-être qu'avec la robotique numérique, on va avoir plus de dextérité et faire mieux. Et donc l'idée, ça serait de dire, faire un petit peu à l'image de ce petit serpent, c'est-à-dire un système qui est constitué d'un certain nombre de modules, chaque module pouvant avoir 3 états. Donc l'état droit, l'état incliné à gauche, l'état incliné à droite. Et donc, si on peut en faire plusieurs, on va pouvoir réaliser un serpentin qui est capable de passer dans des conduits de ce type. Alors, ici, vous pouvez voir un exemple de ce qu'est une bascule tristable. Alors, bien sûr, derrière, il y a des calculs de mécanique, il y a des calculs de force de déplacement. Mais ce genre de dispositif est aujourd'hui quelque chose de très facile à fabriquer par les technologies d'impression 3D d'aujourd'hui. Et donc, une petite puce électronique ici permet, grâce à des fils en alliage à mémoire de forme, donc des petits actionneurs, de faire basculer ce dispositif dans l'un de ces 3 états différents. Donc, je vous passe les détails de calcul, mais qui montrent néanmoins les 3 états possibles. Donc, voilà, ça, c'est une structure tristable, cette fois-ci, qui permet de donner donc 3 états stables. Et donc là, vous pouvez voir les premières réalisations de ce type de principe. Donc, c'est un système qui est actionné donc, par un fil en alliage à mémoire de forme. Donc, un fil en AMF, utilise la transformation de phase, la transition de phase, pour passer d'un état à un état plus court, en y faisant passer un courant simplement. Et donc, on va pouvoir passer d'un état à l'autre. Donc là, vous pouvez voir les premiers prototypes. Donc, chacune de ces parties est un module qui est capable d'avoir un état. Et donc, là, vous voyez 3 exemples avec les états indiqués. Donc, les 1, 1, 1, 1 à gauche, 0, -1, -1, 1, etc. Et donc, on peut ainsi naviguer dans un environnement. Alors, des calculs de roboticiens permettent notamment de calculer l'espace atteignable en fonction du nombre de bascules. Et donc, ça grimpe très vite en fonction du nombre de modules qu'on va utiliser. Et donc, par exemple, dans le cas d'un dispositif humain, donc l'idée, c'est de pouvoir aller faire la tâche que fait l'endoscope, tout en minimisant les efforts, notamment de contact, sur les différents tissus, ce qui est extrêmement difficile aujourd'hui à faire avec les endoscopes actuels. Et donc, aujourd'hui, donc le travail que nous menons consiste à ajouter de l'IA peut-être pour essayer de faire en sorte que les trajectoires qui vont être suivies vont minimiser les efforts sur les tissus pour pouvoir aller à la zone d'intervention tout en réduisant toutes ces lésions et tous ces problèmes qui se posent lors de l'utilisation de techniques d'endoscopie dans différentes pathologies. Voilà. Alors, je termine. Simplement en rappelant l'intérêt de la robotique numérique. Donc, c'est peut-être un nouveau paradigme en robotique, donc c'est une approche un peu différente par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire pour concevoir et fabriquer des robots. Alors, c'est une technologie qui est adaptée aux dimensions méso et micro, donc pour les systèmes de petite et de moyenne taille, on va dire. C'est bien adapté au procédé d'impression 3D, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec une simple machine, on peut fabriquer toutes sortes de robots, donc les possibilités sont illimitées. J'espère qu'elles seront aussi fructueuses que l'électronique numérique nous a permis de développer de nombreux dispositifs et de nombreuses nouvelles fonctions. Et c'est aussi un concept extrêmement intéressant pour une robotique frugale. Pourquoi ? Tout simplement, aujourd'hui, avec une simple imprimante en PLA ou en ABS, qui imprime du PLA et de l'ABS, on peut fabriquer toutes sortes de robots. Une fois qu'on a fait basculer nos différents modules, eh bien, il y a 0 énergie pour maintenir cet état. Et donc, pour certaines applications qui ne nécessitent pas des mouvements fréquents, ça peut être une solution intéressante pour une robotique frugale. Alors, en plus de ça, des matériaux tels que le PLA, l'ABS, aujourd'hui, il y a des filières de recyclage. On peut refaire du fil et refabriquer ensuite de nouvelles structures avec ces matériaux. Voilà, et merci pour votre attention.